Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du podcast Positive Leadership, le podcast qui vous aide à grandir en tant que personne, en tant que leader, mais aussi en tant que citoyen, d'une manière beaucoup plus large. Citoyen du monde, bien sûr. Aujourd'hui, vous remarquerez peut-être que des choses sont un peu différentes dans mon environnement. Je ne suis pas dans mon bureau habituel, je suis en fait à l'agence de conseil tech et créative Cosa Vostra à Paris, avec le podcasteur et serial entrepreneur, notamment parmi d'autres activités, Mathieu Stéphanie. Mathieu est actuellement président d'au moins 3 entreprises, il nous en parlera peut-être d'autres qui ne sont pas encore à ma connaissance, Cosa Vostra, Orso Media, Alvo, et l'animateur de 2 podcasts à succès énorme, Generation Do It Yourself, je la fais en version anglaise, et La Martingale, qui le place tout en haut du classement des 2 podcasts business les plus écoutés en France, je crois, plus d'1 million d'audience, me semble-t-il, aux dernières écoutes. Mathieu, j'écoute beaucoup tes podcasts, ta voix m'est très familière, et une chose qui m'a toujours frappé, c'est ton incroyable niveau d'énergie positive. Tu es quelqu'un qui a un enthousiasme débordant, ça se ressent, pour apprendre, toujours plus, et une joie de vivre, je pense, qui est assez contagieuse, donc ça c'est une bonne contagion. Et il me semble que ta philosophie que l'on vit en fait dans tes podcasts, en t'écoutant avec tes invités, et qui s'exprime aussi finalement dans les startups avec lesquelles tu travailles, consiste à aider les personnes, les gens, à tirer le meilleur parti de leur vie, en apprenant toujours plus, en étant super curieux, de sorte qu'ils ne seront pas des spectateurs de leur propre vie, mais des participants actifs ou, ce que j'aime souvent à dire, des entrepreneurs de leur vie. Mathieu, je suis extrêmement heureux de t'accueillir, non pas chez moi, mais chez toi, pour ce podcast. Merci Mathieu. Merci de me recevoir. Tu me vois intimidé. Déjà, j'avoue que te recevoir ici... Et je suis très touché, j'ai eu la chance de déjeuner avec toi juste avant. Et disclose ça. Oui. Et je suis très touché de pouvoir faire ça avec toi parce que à la fois je nous sens très proches et c'est intéressant aussi très loin, mais je dis pas ça pour mettre une barrière, au contraire, c'est plus sur le... Tu vois, quand tu m'expliques presque 40 ans chez Microsoft, ça m'impressionne, mais vraiment. Et c'est une boîte que je te le disais, que j'admire plus que tout, que je respecte, qui a eu un parcours remarquable, aussi cabossé par moments. Oui, bien sûr. Cabossé aussi par la presse par moments aussi. Réputation, innovation, challenge, et qui est si grande et voilà, qui a tellement d'expérience que tu vois, j'ai l'impression moi un petit bricoleur à côté. Non, tu as passé l'étape de bricoleur. non, et c'est sympa. Et je suis très content de te rencontrer et d'avoir la chance d'échanger avec toi. Non, très très heureux Mathieu pour nous tous, pour tous nos auditeurs. Alors, finalement, ce que je suis en train de te dire, entrepreneurs de leur vie, est-ce que ça reflète finalement le travail que tu fais et la mission un petit peu qui est la tienne, la vision qui en est? Et est-ce que ce que tu perçois, que tu ressens, ce que tu fais aujourd'hui et surtout l'impact que tu as auprès d'au moins 1 million de personnes, est-ce que c'est ça qui te fait vibrer tous les matins quand tu te réveilles? Oui, clairement, je pense que tu as bien spoté, identifié un de mes drivers importants, une de mes missions. C'est que notre vie est suffisamment courte pour que on passe pas notre vie à la gâcher. Totalement d'accord avec toi là-dessus. À la regarder aussi, parce qu'il y a la gâcher et la regarder. Moi, tu parlais d'entrepreneur de sa vie, mais je crois qu'il y a... Aujourd'hui, j'ai un trigger, j'ai développé un truc depuis assez longtemps, parce que quand je me dis que j'ai envie de quelque chose, alors je parle pas de matériel d'ailleurs, parce que c'est pas autant, je trouve ça vraiment très différent, mais quand je me dis tiens, je me lancerais bien là-dessus, ou tiens, cet univers m'intéresse, j'y vais. Tu vas. Tu donnes les moyens d'apprendre, de comprendre, décortiquer et d'entreprendre. Et un de mes mantras que j'ai développé avec Génération Do It Yourself, c'est vraiment do it, je suis dans l'incitation à l'action, voilà, on le fait. Et ça fait vraiment, vraiment partie des choses. Je sais pas si on aura le temps de discuter aujourd'hui, mais que j'aimerais comprendre dans ton parcours un jour. C'est le... Pardon, je peux pas m'empêcher de poser des questions du coup. mais tu renverses la table comme on dit déjà. mais c'est de comprendre dans des grosses entreprises comme ça, et si on peut le dire plus tard ou maintenant, mais
à quel point tu peux avoir de l'impact. Tu vois, à quel point... tu peux être entrepreneurial dans un groupe de 220 000 personnes. À quel point tu es juste dans un bateau qui avance dans une direction, ouais. ou est-ce que tu peux le faire... pas chavirer, peut-être pas, c'est pas l'idée non plus, mais non, changer de direction, c'est intéressant. Mais j'espère qu'on va en parler. On en reparlera, Mathieu. C'est gros sujet. Moi, ce que j'ai vraiment hâte de découvrir dans cette conversation avec toi, c'est effectivement comment tu génères et tu vas partager cette énergie positive avec les autres, ce qui te motive, et aussi des trucs, des conseils très pratiques, finalement, parce que je sais que tu aimes le faire aussi avec tes auditeurs, mais moi aussi, qui ressortent avec quelques pépites, comme on dit, quelques leçons, sur la façon, finalement, aussi de lancer, de construire avec succès sa start-up ou son désir dans sa vie. Et aussi comment tu navigues finalement dans les hauts et les bas émotionnels. On en a tous dans sa vie, personnelle, professionnelle, et parfois les dualités financières qui les accompagnent. On en parlait un petit peu à déjeuner tout à l'heure ensemble. Le fait d'être entrepreneur à série. Voilà. Mais d'abord, on va démarrer par le démarrage. Voilà, c'est un peu classique. C'est tes racines. Je crois que tu es né à Cherbourg, en Normandie. Tout à fait. Et ton père était médecin, ta maman infirmière. Tu as aussi des racines corses. Tu m'as parlé de saucisson corse aussi. Prends pas alors. Quelles sont les valeurs finalement que tes parents, ta famille ou les personnes qui comptent pour toi t'ont inculquées tout petit, et quelles croyances t'ont accompagné, t'accompagnent toujours aujourd'hui dans tout ce que tu fais dans ta vie finalement, Mathieu? Écoute, c'est intéressant, il y a des valeurs aussi, des valeurs communes. Toi aussi, tu as un parent ou deux parents pieds noirs, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai des valeurs très méditerranéennes, je crois, dans ma famille qui... beaucoup de confiance. On se serre la main. Si on se dit quelque chose en se regardant dans les yeux, on se trahit pas. Beaucoup de fraternité, sérendipité, je sais pas, mais en tout cas, voilà, on va s'aider, et puis voilà, peut-être de joie et d'envie d'être heureux et goûter à la vie ensemble. Goûter à la vie, voilà. Passer des bons moments ensemble. De famille aussi. Mais la famille, quand je dis la famille, je veux pas que ce soit exclusif. Je crois que tu vois, on peut rentrer dans ma famille même si on n'est pas, on mélange pas le sang, tu vois. Je pense que c'est vraiment. Des limites. Oui, je pense qu'il faut accueillir l'ouvrir au contraire. Oui, exactement. C'est ça, tu veux l'ouvrir. Tu vois, c'est une des choses de Cosa Vostra, qui est la différence avec Cosa Nostra, qui sont des familles dans lesquelles tu ne rentres pas. La Cosa Vostra, c'est une famille qui a un V qui change tout et qui est inclusive. Et l'inclusivité, par moment, est un peu galvaudée comme terme, mais moi, je crois que j'ai ces valeurs très fortes en moi. En toi. Et ça vient du sport aussi, probablement. Moi, je suis un grand sportif. Mais une anecdote, toi, de l'influence de ton père, de ta mère, de choses qui sont restées dans ta mémoire. Voilà. Je peux te donner deux trucs qui me travaillent en ce moment, notamment avec mes enfants, etc. C'est que... alors, j'aime pas qu'on balance. C'est un terme qui me pose les balances. J'aime pas qu'on. Donc, quand tu dis qui a fait ça et que j'en ai un qui me dit c'est lui, pointer du doigt. Moi, ça me. Ça t'horripile. Donc, je leur dis. Alors, après, ils comprennent pas au début parce que tu leur dis mais tu nous as demandé. Et tu dis bah oui, mais en fait, tu vois, tu dis rien. Et puis j'aimerais bien que ce soit celui qui l'a fait qui dit c'est moi. Que tu assumes. Je me suis planté. Je préfère qu'on assume, mais j'aime pas trop. Je trouve que cette notion de délation est quelque chose de très compliqué et qui est pas forcément international. Je pense que les anglo-saxons sont plus à l'aise avec ces choses-là. Totalement. Je crois que peut-être nous, ça vient... En Méditerranée, on n'aime pas trop ça. Il y a aussi des histoires de Seconde Guerre mondiale qui nous ont un peu traumatisés. Mais donc ça, là-dessus, nous, on s'est toujours un peu fait remonter les bretelles. Et en Corse, tu sais, l'omerta, tout ça. C'est pas un truc balancé, c'est pas très bien. Donc ça, on s'est toujours un peu fait gronder quand on balançait les autres. Quand tu commençais à pointer vers les autres, et moi, j'aime assez cette valeur. Et après... ce qui veut pas dire qu'il faut laisser faire les gens qui font les choses mal. C'est pas ce que je dis. Il faut savoir corriger, les coacher, les aider. Mais si tu as quelqu'un qui fait n'importe quoi, tu peux aller te penser toi-même, etc. Il faut savoir lui parler les yeux dans les yeux, gentiment, constructivement, mais arrêter ça. Dans un moment où il y a des tas de mouvements, tu vois, où on va éventuellement balancer son porc ou faire ces choses comme ça, je dis pas qu'on doit fermer les yeux sur les choses. C'est pas ce que je dis. Totalement. C'est très important. Et après... dans les choses, je crois, intéressantes, j'ai été élevé dans une obsession de sortir de la jalousie. Alors, c'est marrant parce que j'en ai déjà parlé, ça a interloqué certaines personnes. Il y a des familles dans lesquelles tu vas être élevé avec... si je fais un beau cadeau à un tel, je vais faire un beau cadeau à l'autre. À un frère, je vais faire un beau cadeau à la sœur ou à l'autre frère parce qu'on doit être équitable. Pour pas qu'il soit jaloux. Oui. Ok ?
Et moi, j'ai appris autre chose, et je pense que c'est mieux, mais c'est parce que c'est ma famille et que c'est comme ça probablement. Mais c'est, cette année, tu sais quoi, ton grand frère, il a eu un super cadeau, et toi, t'auras un tout petit truc. Ouais. Et comment tu l'annonces et tu t'écrases et t'es content pour lui. Et c'est même pas t'es content pour lui, c'est t'es content pour lui. Et en fait, qu'est-ce que ça fait à la fin ? Ça fait que ton grand frère il a un super truc, tu vois qu'il est hyper content. Toi, t'as un petit truc, t'as pas un petit truc de merde non plus, hein, t'as un petit truc. Un petit et donc tu dis, je suis content, mais t'es content pour lui. Ouais. Quand tu as tout le monde les mêmes cadeaux, j'ai des familles proches de moi sur lesquelles il y en avait un qui avait un cadeau à 100 € et l'autre à 80, ils allaient limite donner 20 € de plus au dernier pour compenser. Et en fait, ça crée de la jalousie. C'est-à-dire, en voulant égaliser, absolument, et dès que tu fais un truc de trop pour l'un, t'as les autres qui vont regarder, qui vont dire, mais tu regrettes pas ta vie. Et nous, un des trucs très forts chez nous, c'est ne regarde pas dans l'assiette de l'autre. D'accord. Et je pense que, tu vois, moi, j'ai appris là-dessus, et ça m'a aussi donné certaines valeurs de me dire, ce qu'il y a dans mon assiette, c'est quoi, je vais aussi aller le chercher moi-même. Alors, pas le piquer dans l'assiette des autres, hein, mais le construire, l'élever. Non, j'aime bien ça, et je sais que c'est pas facile dans une famille, dans une équipe, dans une organisation de faire ça, parce que, voilà, tout le monde cherche des signaux et de les interpréter en permanence, et donc d'être capable de faire ça, et de valoriser, d'avoir le beau cadeau l'année suivante, j'espère. Exactement. Pour celui qui l'a pas eu, ou celle qui l'a pas eu. Mais c'est pas un dû. Non, c'est pas un dû. Et voilà. Et après, politesse, gentillesse, je pense que ça a été aussi des choses. Alors, il y a une façon maintenant de régler ce problème que je suis en train de faire avec ma famille, ça fait plusieurs années de suite, c'est Santa Claus, bien sûr, tu sais, où on définit un niveau effectivement financier qui est le même. Alors, effectivement, c'est contre tes règles, mais au moins, voilà, chacun fait plaisir à quelqu'un d'une manière anonyme, d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas qui, et puis on fait le cadeau de quelqu'un. Enfin bref, chacun trouvera sa formule pour son Noël. J'ai entendu dire que donc, tu avais des parents la chance d'avoir eu des parents qui te soutenaient, qui t'aimaient, qui te suivaient aux quatre coins de Normandie, la France, quand tu jouais au hockey, je crois. J'avais entendu ça. On en parle un petit peu. Et qui même t'envoyaient dans des familles anglaises ou américaines, je crois, même américaines carrément. Américaines, pour, et voire espagnoles, pour apprendre les langues, les pratiquer, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles. Alors, dans quelle mesure, justement, tes parents, parce qu'ils ont fait pour toi, la façon ont-ils vraiment généré en toi cette confiance en toi ? Parce que pour être entrepreneur, je pense qu'il y a une qualité essentielle, c'est une confiance en soi, je dirais pas limitée, mais quand même très très grande, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé par toi-même aussi, finalement ? Je pense qu'ils ont bien aidé tout ça, ils m'ont élevé dans un... je sais pas si c'est un narratif, une éducation en tout cas, qui est de se dire que tu peux faire les choses par toi-même. Je crois que j'ai eu la chance, en effet, de partir à l'étranger assez tôt et sur lequel tu vas vite avoir une forme d'indépendance. Là-dessus, j'ai eu la chance d'être aussi le dernier de la fratrie. Donc, mon grand frère, Sébastien, lui, est pas parti aussitôt. Je crois qu'ils ont eu un moment, ils ont découvert, ils se sont dit, ah, mais on l'a envoyé là, c'est bien. Du coup, j'ai profité de l'effet d'expérience. Il est parti plus tard. Moi, je crois que c'était dès la fin de la 5e, fin de la 4e, je crois même. Un mois à Kansas City, je veux dire, j'ai pris une claque. City, wow. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Et le hockey sur glace aussi, pendant des années, j'étais sportif à un certain niveau et sur lequel tu as un apprentissage d'esprit d'équipe et de progrès aussi. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, j'ai commencé, j'étais nul, Bon, comme beaucoup, mais il y en avait vraiment qui étaient meilleurs que moi. Et donc là-dessus, mes parents m'ont toujours donné une forme de confiance en me disant, en fait, je vais pas être fort à ta place, mais tu peux être fort, tu peux faire partie des meilleurs. En revanche, je bosse, tu vois. C'est à toi de décider. Et ça, moi, je le vois avec... tu vois, c'est vraiment un truc que je reproduis aujourd'hui. J'ai ma fille qui a 11 ans, elle veut être pro en foot. En foot, super. Et dans quelle équipe elle joue à la Salésienne de Paris. Salésienne, je connais pas encore. C'est dans le 80, c'est de la porte d'Asnières, dans le 75. Une équipe verte et noire. Et elle a commencé il y a 18 mois. Elle jouait un petit peu avant, mais elle n'était pas très forte. En 18 mois, elle fait partie de l'équipe A, etc. Et moi, je lui dis, tu sais quoi, chérie, tu veux être pro ? Je suis totalement OK avec ça. Je suis même à fond derrière toi. Et je te fais confiance. Je sais qu'il y a en revanche, juste une chose, je ne serai pas pro à ta place. Donc si tu veux être pro, moi à chaque entraînement, quand sa coach l'année dernière me disait Louise, elle a beaucoup d'envie, mais en fait à l'entraînement elle parle beaucoup. Moi les seuls moments où je leur montre les bretelles, je lui dis écoute, tu sais quoi,
Le jour où tu seras pas pro, tu viendras me dire ouais, je sais pas quoi, tu te plaindras, ce sera que de ta faute. Si t'arrêtes de parler à l'entraînement, qu'à chaque fois qu'il y a un truc tu à le prends en faire, charge, tu le responsabilises. Tu le fais à fond, c'est comme ça que t'arriveras à être pro. Donc c'est plus, mes parents, je crois que là-dessus, ils m'ont donné les clés. Ouais. Et après, t'en fais ce que tu veux. Ça vient aussi de toi-même, je crois. Mais ils m'ont donné des bonnes clés. Et avec de l'assurance et de l'amour, je pense que tu fais beaucoup de choses. L'assurance, de l'amour, de la confiance en soi, et puis un esprit aussi compétitif dans le bon sens du terme, j'ai l'impression. Parce que pour être entrepreneur, il faut aimer la compétition quelque part. Alors, tu as quitté Cherbourg vers 18 ans pour étudier dans une école de commerce à Paris. Tout à fait. Où tu as obtenu, je crois, de très bons résultats. Tu étais parmi les tops de la promo, je crois. Alors, je vais rétablir quand même un peu la vérité, parce que je crois que je suis parti de très très loin, et cette école s'appelle l'IPAG, qui avait un bon niveau à l'époque, qui a eu des hauts, des bas. Je crois qu'en ce moment, ils sont average, c'est une bonne école. Il y avait en tout cas à ce moment-là un niveau intéressant. Je crois qu'ils avaient une spécialité qui était de prendre ce qu'on appelait nous des peu mieux faire. Donc t'étais parmi les gens qui ont du potentiel, t'as navigué toute ta scolarité, t'arrives au bac, t'as ton bac avec 12, 13, 14, voilà, donc ça se passe bien. Mais on sent que tu en as, sans rien faire. La réserve. En gros, la plupart d'entre nous, on n'avait jamais rien foutu, pas tous, mais une bonne partie d'entre nous, on n'avait jamais rien foutu. Et en fait, petit à petit, ils avaient une sorte de méthode, de framework où d'année en année, ça se resserrait un tout petit peu. Et moi, j'ai pris vraiment le goût au travail là-bas. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'expérience en entreprise tous les ans. Et premier stage, moi, ça paraît bête ou loin. Non, ça paraît pas du tout bête. J'ai aucune honte. Et au contraire, je suis très fier. Mais mon premier stage, c'était chez Darty. J'ai appris ce que c'était que de vendre à des gens une télé, un magnétoscope. Tu as un bel épisode là-dessus sur Tapis, ses débuts. Exactement. Télé. Et j'ai adoré ça. Mais c'était vraiment... Donc, puis après, j'ai fait des stages à New York, j'ai fait des stages... Donc tu vois, tu pars dans un truc où petit à petit... Et en effet, sur ma dernière année, j'étais dans les tout meilleurs de ma promo, mais parce que j'avais envie de bosser, j'étais dans une spécialisation création d'entreprise, je commençais à me sentir dans mon bain. C'était cool, Alors justement, tu as obtenu ton premier job en aidant littéralement à lancer Métro pour nos auditeurs. Gratuit. Premier quotidien gratuit de France, après d'autres pays aussi, et qui était distribué notamment, je me rappelle très bien, à la sortie des métros. C'était assez incroyable, c'était un phénomène à l'époque incroyable. L'idée était simple, c'est des informations gratuites, au bon endroit, au bon moment, et tu as travaillé très dur, tu as dit 80 heures par semaine, ça part aujourd'hui, on se dit jamais. Et bien sûr, ça a été un énorme succès. Alors, qu'est-ce que tu as appris de cette start-up, à la fois le meilleur et le pire ? Voilà, tu donnes les deux côtés de la pièce, quoi. Ouais, c'était une super époque, honnêtement. Métro, c'est une boîte suédoise qui a mais c'est la Suède. Alors on peut voir la Suède comme un pays parfois très socialiste et voilà. Et là, c'était les Suédois plus américanophiles voilà. Très entrepreneur. C'était très entrepreneur, super hardcore. La famille Steinbeck qui a un groupe qui s'appelle Kinnevik. Je sais pas si tu connais Modern Times Group. Donc dans les médias, et ils avaient Télé 2. Ils avaient énormément. C'était vraiment une constellation d'entreprises. Et ils avaient Métro dans tout ça. Et une entreprise dans laquelle fallait l'excellence de la vente était vraiment quelque chose, et du produit, parce que c'est quand même un bon produit. Et donc pendant des années, on nous a vraiment biberonné à la vente. Moi, j'ai appris à vendre, et j'ai trouvé ça assez cool. Mais en revanche, c'était carotte bâton, quoi. C'est vrai que c'était... je suis rentré au biberon quasiment, comme un bébé dans la boîte. Et puis ils m'ont donné un job qui me semblait vraiment nul, qui était ce qu'on appelait télésales. Donc au début, j'étais que au téléphone. Donc tu te dis, attends, j'ai fait une école de commerce pour finir télésales, pas terrible. Et il m'avait dit, si ça se passe bien, après tu peux devenir district sales, key account, et puis il y a l'international, etc. Le chemin de carrière et tout. Exactement. Ils m'ont montré un chemin de carrière. Je me suis dit, ils se foutent peut-être un peu de moi, mais bon, je vais y aller. J'aime bien les valeurs de la boîte, je les sentais bien, ça avait l'air vraiment très très dynamique. Et puis j'étais le premier employé. Et donc, je suis parti là-dedans, et il s'est trouvé qu'en même pas un an, j'avais le plus gros portefeuille de la boîte. Plus en télésales, en sales, je gérais une agence d'achat d'espace qui s'appelle Cara, qui s'appelle toujours Cara, ou qui s'appelle Dentsu maintenant, en tout cas. Et on s'éclatait. Mais en revanche, autour de moi, tout le monde se faisait virer. C'était vraiment... Pour monter, en fait, ce qui était drôle, c'est que tu avais ceux qui restaient... système d'élimination, quoi. Exactement. En fait, c'était vraiment
Et donc c'était hardcore. Et Ouais. tu as pris le virus de la vente là alors J'ai pris le virus on de va la dire. vente. J'ai pris le virus de la vente et puis de l'animation. Et puis Ouais. on était toujours dans une forme d'équipe. Alors il y avait vraiment de la grosse compétition. Oui, c'est ça, entre celui qui allait atteindre son quota ou pas, peut-être, celui Exactement. qui est resté ou pas. Mais la plupart du temps, Ouais. ça se passait bien. Moi, j'avais Ouais. vraiment mes frères d'armes, mes sœurs Ouais, d'armes. D'accord. Et puis il y en avait qui arrivaient, qui étaient plus vieux et qui Ouais. disaient oh là, le petit Stéphanie Petit jeune, là, machin, il a un trop gros portefeuille, je vais lui piquer. je vais lui couper ses... Et en effet, tu leur disais à un moment, tu les prenais dans un couloir entre quatre Ouais. yeux, tu leur disais écoute chérie, c'est simple, Ouais. soit t'es avec moi, soit t'es contre moi, Ouais. mais en revanche, si t'es contre moi, on va faire la guerre. Quoi. Ouais, Et ça sera la très guerre, vite, je d'accord. l'avais compris. Et à des D'accord. mecs, des femmes, hein, en l'occurrence, c'était les deux, Ah, d'accord. qui avaient 12 ans, 14 Ouais, ans ouais. de plus que moi, qui Qui était sans m'impressionnaient de pitié. loin. Oui, oui, Bah, mais en fait... T'as pas le choix, en Ouais. fait. Tu vois, ils étaient là en Ouais. train de te dire, à un moment, il y en a une fois qui a dit ouvertement devant tout le monde, mais Oui, en fait, si cette boîte ne marche pas, c'est parce que c'est à cause de des lui. petits cons comme Des lui petits ont un On portefeuille leur beaucoup confie trop grand. beaucoup Voilà. trop gros pour eux, quoi. Ils sont Et, pas capables d'assurer. Et je leur ai dit, bon, bah ok. Alors, tu as des moments aussi difficiles, je crois, notamment, je vais pas le dévoiler, tu vas en parler, du départ, parce que ça s'est fait d'une manière un peu, Tout à fait, c'est vrai. un peu T'es dramatique, très je bien crois. renseigné. Non, je Non, sais. ouais. Et explique-nous un peu ce moment. Comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu. Écoute, déjà, je dois dire que Ouais. même si j'ai toujours été difficile à manager, je crois, ce qui fait que c'est une des raisons que tu je as suis décidé entrepreneur. d'être manager toi-même. Voilà. Autonome. J'aimais cette boîte. Ouais. Tu vois, j'aimais cette boîte. Vraiment, j'avais tellement donné pour cette boîte que, comme tu aimes, je sais pas, Microsoft, Bah, c'est j'imagine, clair. Oui, oui. j'avais, tu comptes pas les vois, heures. du Ouais, sang vert. Quoi. Ouais, J'étais ouais. vraiment, c'était un logo vert. Ouais. J'allais en Suède souvent. Ouais. J'étais, mais vraiment dedicated. Ouais, ouais. Et la dernière année où j'étais chez Metro, j'étais à Londres et je travaillais pour la holding Métro International. Ouais, donc ouais, on ouais. avait 24-25 pays à ce Wow. moment-là. Ouais. Et mon job était de lancer des nouveaux pays, Ouais, ouais. partiellement, Mhm. mais surtout aussi de vendre Métro sur des campagnes monde. Ah oui, donc, d'accord. Ok. J'allais voir Kia, j'allais voir Ah oui, Samsung, ouais, j'allais ouais. voir plein de grandes marques et je leur disais écoutez, si tu enlèves 20 minutes Ouais. de ton plan média en Espagne, je t'offre la Pologne. La tu vois, Pologne, Enfin, c'était d'accord, ce genre de Tu négo. faisais Tu des vois. deals comme ça. Voilà, et d'accord. donc on essayait de. Là, Ouais. tu te battais contre des concurrents. C'était assez. C'est sûr, ouais. Allez, moi, j'avais 24 ans, hein, donc c'était assez cool d'avoir Ah, un tu as job beaucoup comme ça. appris là à cet âge-là. Et, ouais. et un jour, je suis revenu Ouais. d'Allemagne. Ouais. Et puis le lendemain matin, il y avait du champagne, de la Ah oui. veille, etc. Tout le monde était très content. Ils avaient fait la fête. Ok. Et moi, j'avais signé le plus gros deal la veille en Allemagne Wow. de l'histoire de Métro. Et puis, Uh-huh. je vois l'assistante qui s'appelle Jane Nikanovic, je m'en souviens très bien d'ailleurs, qui était l'assistante de Quelle Pelle mémoire. Thornberg. Ouais. Et je m'entendais très bien avec Jane. Ouais, ouais. Puis on était souvent les deux premiers au bureau le matin. Et D'accord. je lui dis, ah, vous avez fêté quoi, etc. Elle me dit, ah bah ouais, ton boss Ouais. a fait un super deal hier. Là, je me dis, quand même un super deal, ça, c'est bizarre. Parle-moi de ce deal. Voilà, parle-moi de ce deal. Oui, machin et tout. Je fais, ah ouais, d'accord. Elle m'a vu monter. Je pense que je suis devenu tout rouge. À mon avis, Un j'avais peu de la rouge. fumée qui sortait des Là, tu oreilles. t'es dit, oula. Et alors, Ouais. je me suis mis à mon poste. Lui, il était en face de moi. Ah oui, J'ai d'accord. attendu qu'il arrive. Quand il est arrivé, je lui ai dit, je crois qu'il faut qu'on se parle. Faut qu'on s'explique il a un pas peu. tout de suite compris. Ah oui, vraiment, d'accord. Et on s'est engueulé. Mais Ah oui. c'était, honnêtement, la maternelle. Je Ah oui, crois d'accord. que c'était affreux. Parce qu'en gros, quoi, il avait annoncé il avait annoncé à tout le monde qu'il avait fait le plus gros Ah, deal. c'est En lui qui a fait le ouais. deal. En fait, D'accord. il m'avait pas du tout mentionné. Même pas mentionné. Non, non. Waouh. Et donc, en fait, il Alors ça, avait c'est- cette. Oui, c'est un truc de management un peu bizarre. C'est le 101, hein, d'un manager, Exactement. quoi, Mais- d'être là pour mais lui, il faisait valoriser. pas du tout ça. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il était unsecure total. Ah oui, Et totalement. qu'il alors. il avait toujours besoin, il l'avait fait à d'autres dans l'équipe, mais Ah oui. dès qu'il y avait des belles choses, il leur piquait, Il les il se récupérait. les mettait au crédit à lui-même. Terrible. Et donc, du coup, il a Comment fini, on s'est insulté comme des gosses, Ah oui, oui, vraiment. oui, Et il a fait une erreur magistrale, c'est qu'il Ouais. m'a envoyé un email disant écoute, j'attends ta démission et si tu Ah oui, d'accord. si tu me l'envoies pas, Carrément. je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu partes. Et il t'a écrit. Et si tu veux, en Angleterre, autant Ouais. ils sont pas très c'est moins social qu'en France. Oui, dans le traitement. En revanche, du le départ, oui, mais par contre, ce sujet-là. le harcèlement, genre de non, menaces, totalement, ça plaisait pas du tout. Totalement. Donc, ouais. en gros, j'ai imprimé l'email, je me le suis envoyé sur mon Gmail à l'époque. Ouais. Et puis, je suis immédiatement allé voir, mais vraiment dans la foulée, Et je me souviens, je vois encore sa tête quand il tapait le mail super vénère devant moi. Je vois sa tête, c'est affreux. Tu dis, je Et- sais ce qu'il est en train de Et faire. je savais c'est pas ça ce qu'il était en train Ah, de faire. c'est Non, je d'accord. le voyais, mais rouge et machin, il tapait. Et puis, je reçois le truc, je me dis, qu'est-ce que Face je fais? à lui, Moi, en j'étais, plus. voilà. Face à lui. Et je suis allé voir la RH, que je dis jamais aller voir. Et puis, je lui ai dit, écoute, j'ai ça. Tu sais quoi? J'avais déjà une idée de business. Oui, Je lui ai oui. dit, écoute, Moi, je pars. j'ai pas envie de me Oui, battre. oui. Je pense que, pardon, c'est Oui, j'allais dire un gros oui, con. oui, oui. Et, Oui, et, oui.
et on trouve une option. Voilà. C'était un mardi matin. D'accord. Et le jeudi, j'étais à Paris avec mon camion de déménagement, etc. Elle m'a dit, bon, c'est bon, là, c'est plié, etc. Bon. Et lui a fait 2-3 mois de plus, et puis il s'est fait virer. Ça me surprend voilà. pas, ça aurait été grave quand même s'il reste plus longtemps. Ben voilà, c'est le meilleur et le pire, toujours, de start-up aussi. Je pense qu'il y a plein d'histoires comme ça que tu connais, mais c'est sacrément formateur pour toi aussi. Je peux ajouter un truc aujourd'hui que j'essaye de dire aux gens autour de moi qui vivent des moments potentiellement un peu traumatisants comme ça. Parce que ça a l'air simple comme ça, mais c'est que des moments... il faut réussir... Il n'y a qu'un endroit où ça change dans la tête l'avenir, c'est dans ton cerveau. Enfin, tu vois. Totalement. Et assez vite, là, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, c'est la meilleure opportunité de ta vie. Ouais. Vas-y, go. Tu as rebondi de manière positive en disant, pourquoi je vais me prendre la tête avec... J'ai réussi à avoir du chômage en France. Je suis rentré, j'avais tu as pu commencer à 18 mois pour lancer ma démarrage de ta boîte. Je suis parti et en fait, ça a été un déclic monstrueux. Et en fait, j'aurais pu partir en me disant, mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est nul, j'aurais pas dû, etc. Je crois que vraiment, ça a été la semaine d'après, j'étais la meilleure décision qui a pu être prise contre toi finalement. Exactement. Et pour te relancer dans ton aventure entrepreneuriale. Ouais. Alors on va en parler, Mathieu. Au début des années 2000, alors que tu étais encore donc au début de ta vingtaine, je crois. Il y a la téléphonie mobile qui commence à vraiment exploser. C'est à l'époque le Nokia 6750 en 2002. Voilà, le 3G qui est arrivé, etc., etc. Et surtout, donc, c'est le début vraiment de l'Internet mobile. Bon, je connais ça aussi, bien entendu. C'était assez étonnant. Et ça ouvre la voie ensuite au smartphone. C'est clair. Et là... En fait, pour tas d'auditeurs d'aujourd'hui, une nouvelle génération, ils se disent, bon, c'est improbable tout ça, mais à l'époque, c'était incroyablement révolutionnaire, puisque tu pouvais avoir... des gens ordinaires pouvaient finalement prendre des photos avec leur smartphone et en faire quelque chose d'exceptionnel, finalement, de ces photos. Et je crois que tu as saisi cette idée ou cette opportunité de dire, mais finalement, ces utilisateurs, ces citoyens, ces personnes... c'est peut-être des professionnels en devenir. Et explique-nous, parce que explique-nous comment est née cette start-up générée par user-generated content, comme on dit, par l'utilisateur, le contenu, parce que c'était le début de cette histoire. C'était le début, et tu as raison, le téléphone qui a fait la différence, je m'en souviens, pour moi c'était le 9510, un Nokia, d'accord, qui est le premier qui avait, je pense qu'il fonctionnait sur un OS Microsoft, je sais plus, et c'est le premier qui avait un appareil photo à peu près décent. De qualité, de qualité. Ça, après, ça, et en fait, faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, on a un monde et un réflexe où on prend quelques photos par jour. En 2000, donc je parle de ça il y a 23 ans, je pense que la majorité des habitants du monde prenaient 0 photo par an. Tu vois, en moyenne, ils en prenaient peut-être une, deux ou trois. Enfin, il fallait une pellicule. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a 23 ans... Je viens de le rappeler. Je me rappelle, j'avais mes roules aussi. Il fallait une pellicule. T'achetais une pellicule, tu la mettais dans un boîtier. C'est un investissement. Et tu prenais tes 24 poses ou 36 poses. Donc, tu avais 36 photos. Ça coûtait cher. Et tu devais aller les emmener à développer, les emporter à développer. Et après, tu récupérais tes photos. Ta pochette, machin. Donc, autant te dire que tu n'avais pas un appareil photo sur toi tout le temps. Non. Et sont arrivés ces appareils... Et à ce moment-là, moi je me souviens, j'étais allé voir des fonds qui m'avaient dit non mais l'appareil photo sur le téléphone, ça n'a aucun avenir. Je vois pas ce que les gens vont prendre en photo. Qu'est-ce que tu veux faire avec un Et moi, ça me mettait dans le doute. Tu vois, je me marre. Là aujourd'hui, après coup, tu dis mais c'est nul. Mais en fait, même moi qui étais dedans, qui croyais très fort, je me disais ces mecs ils sont tellement forts, ils ont investi dans tellement de boîtes. S'ils me disent ça, ils ont peut-être raison. Et alors ça m'a appris un truc, c'est que déjà quand tu ta croyance à toi, il y a des moments où il faut quand même t'y accrocher et te dire ça. Ferme. Et nous, on s'est dit, en fait, il va y avoir un gros... Moi, je venais de la presse et des médias, et je me suis dit, en fait, le plus gros producteur de contenu, ça va être l'amateur. Et l'amateur, il vit des choses. Alors, j'avais vécu les événements dramatiques de Londres en 2005 et cette série d'attentats en même temps. Et de cette série d'attentats, les premiers, les seules et uniques images qui étaient sorties, je les vois encore dans le métro, ce bus qui était complètement éventré, etc., etc. C'était que des images d'amateurs. Après, ils avaient tout fermé, on pouvait plus arriver dans. Et en fait, je me suis dit, mais ça va être ça, en fait, ça va être ça. Donc, j'aurais pu créer YouTube. Malheureusement, je me suis dit, moi qui venais de droit géré et de choses comme ça, je me suis dit, je vais dire aux amateurs d'envoyer des photos et des vidéos de leur contenu. Je vais leur donner une licence. Je vais signer une licence avec eux, je vais les revendre à la presse et aux médias du monde entier. Pourquoi j'ai pas créé YouTube ou Dailymotion ?
parce que je me disais, mais en fait, j'ai pas les droits. Tu vois, et c'est là aussi l'autre chose que j'ai pu apprendre. Censuré un petit peu. Ouais. Ben oui, tu te censures. Mais d'ailleurs, les avocats autour de moi me disaient, mais tu peux pas faire ça, t'as pas les droits. T'as pas les droits, bien sûr. Ouais. Et alors que ces boîtes-là sont nées sur des grosses copyright infringement avec des grosses problématiques de droit sur lesquelles ils ont. Ce qui s'est répété dans l'histoire ensuite sur d'autres sujets. Hein, et donc il y a des moments, en fait, il faut aussi te dire, ouais, mais je suis dans un changement de paradigme, donc les droits, je m'en fous. On en y fait. va, et ensuite on va négocier ça ensuite. Exactement. Alors je crois qu'il y a des moments incroyables, une interview de Jérôme Kerviel, Galliano aussi, pour ceux qui ne se souviennent plus, l'ancien directeur artistique de Dior. Je crois qu'il avait un peu bu, mais en général, bon, il a tenu des propos du genre, je crois, Love Hitler, enfin des trucs improbables, le printemps arabe. Donc tu as capturé quand même des moments d'histoire, j'allais dire, des moments incroyables. Ah, on a capturé des moments incroyables. On a des choses qui sont... Alors, il faut voir que la news, c'est ce qui marque, c'est soit dur, soit sulfureux. C'est rarement quelque chose de très joyeux. C'est pas dans le positif généralement. C'est rare ceux qui cherchent l'impact positif par les photos. Non, malheureusement. Alors tu peux évidemment, on aime ça avoir des belles photos de ses proches, etc. Mais dans l'actualité, ce qui marque, c'est un tsunami. C'est évidemment. Alors il y a des choses finalement. Le printemps arabe, c'est quelque chose qui peut être considéré comme assez positif quand même, mais même s'il y a eu aussi des morts par dizaines. Et donc on a capturé quand même beaucoup de choses jusque, tu vois, je sais pas, je pourrais t'en citer plein. L'hélicoptère qui évacue Michael Schumacher sur son accident. On va avoir en effet alors des célébrités à l'appel qui font tout et n'importe quoi. Et puis on va avoir aussi en effet John Galliano à la terrasse de la Perle, ce café dans Paris, qui lui a valu beaucoup derrière. Et voilà. Et nous, on versait à notre contributeur les 2/3 de ce qu'on gagnait sur la vente de photos. C'est ça le modèle, en fait, 2/3, 1/3, d'accord. Exactement. Okay. Donc on avait une des plus grosses agences de presse au monde. C'est super. On recevait entre 2 et 3 000 séries de photos par jour. Donc c'était assez... donc ça s'appelait Citizen Side, je Exactement. crois. C'est ça. Alors c'était la première start-up, donc un très beau succès. Depuis, tu as été impliqué dans plein d'autres startups. Alors certains, je vais les mentionner rapidement parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les faire, parce que moi je n'ai pas format de 4 heures, je suis désolé. Certaines vendent des produits, qui a eu des bracelets en plastique, je crois, une histoire où tu avais une fin de stock, je crois, de 100 000, je ne sais plus combien, tu as raconté. Qui m'a coûté très cher. Qui t'a coûté cher, donc c'était une aventure. Tu as beaucoup appris. Tu as aussi, tout à l'heure je te donnais une carte de visite en braille, toi c'est des cartes de visite métalliques. Ouais, je t'en donnerai une. Voilà, j'aimerais vraiment en avoir une de collection. Et puis en 2013, c'est la création de Cosa Vostra, donc cette agence de conseil dans laquelle je me trouve aujourd'hui, tech et créative. Et j'ai cru comprendre que le nom t'a été inspiré, tu l'as un petit peu dit, mais pas totalement en détail, par la Sublime. Moi c'est un de mes films, je dois dire, je suis un cinéphile. Hein. Je crois que tu aimes beaucoup le cinéma aussi, donc je consomme beaucoup tas de films, tas de nationalités, cultures différentes, historiques, anciens, nouveaux. Le Parrain, c'est pour moi, voilà, de Francis Ford Coppola, Godfather, c'est, voilà, je l'ai revu. Je sais pas de quelle année, ça doit être des années 80, parce que même pour moi c'était un vieux film. Oui, je ne sais plus la date, je devrais savoir pourtant, mais le premier, si vous l'avez pas vu, juste regardez le premier, vous allez vous faire les trois, mais c'est une aventure exceptionnelle. Et le livre de Puzo aussi. Et donc, je vais te proposer un mini quiz. Ok. Est-ce que avant ce mini quiz, je peux juste préciser une chose, parce que je pense, en fait, entre ces deux expériences, tu as parlé de Iron Cards, tu as parlé de Bump, c'était ses bracelets, etc. Bump, les bracelets, Et ben j'ai eu récemment dans mon podcast Augustin Paluel-Marmont, tu sais, de Michel et Augustin, qui me disait je suis en jachère, et il m'a fait réaliser que j'avais eu une période de jachère. C'était intéressant d'en parler aussi. Je testais des tas de choses en fait. J'ai été leader mondial de la carte de visite en métal. C'est une niche complètement débile, mais c'était une niche qui était lucrative. Qui était au niveau de l'impact nul, et ce qui m'a fait réaliser et appris des choses. Voilà, je me suis dit, je veux plus avoir affaire à ça. Qui m'a appris le SEO, la vente en ligne, la création de sites, etc. J'ai fait en même temps ces bracelets, j'ai fait en même temps du conseil, j'ai fait en même temps. Et en fait, tu as fait de l'e-commerce, etc. Donc tu as appris les bases de ce qui est devenu Cosa Vostra. Exactement. Et ce qui est devenu toute ma vie aussi derrière. Et en fait, dans cette période, je me suis rien interdit. Je me suis dit, tout ce que j'ai envie de faire, j'essaye, je le fais. Et j'avais une contrainte, c'est que j'avais pas de chômage cette fois-ci. Je te disais tout à l'heure que j'en avais eu en rentrant d'Angleterre. Et donc, comme ça faisait 5-6 ans que j'avais gagné un peu d'argent avec Citizen Side, mais
j'avais quand même, tu vois, quand t'as gagné de l'argent et que c'est que on va dire ton pécule, t'as Oui, pas envie oui. de l'entamer. Non, bien sûr. Et donc j'avais une contrainte qui était de me dire, je veux gagner de l'argent. J'avais Ouais. mes enfants, ma fille qui arrivait à peu près à ce moment-là. Et ça a été deux années, Oui. 2011-2012, 2011-2012, 2013 Ouais, presque, ouais, 2-3 années. Ouais. Qui ont été charnières dans ma vie. Ça a été vraiment... Là, j'étais vraiment en mode bricolo. Donc Total c'est vraiment là bootstrap. où tu penses que tu t'es Ouais. quelque part créé toi-même dans ta... Et tu vois, j'aurais ça en ce moment, je me mettrais à fond sur ChatGPT, je me mettrais à fond sur plein de choses, j'essayerais plein de choses tu pour pourrais... me dire, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je veux comprendre dans le moindre détail. On vit tellement des ruptures passionnantes que là, c'était le e-commerce, c'était comment faire du business avec la Chine sur Alibaba, c'était des tas d'ouvertures comme ça, mais tu sais, tu te projettes dans le futur, c'était extraordinaire. Pour ceux qui nous écoutent vraiment, même quand tu es en job, pas te mettre en jachère, mais te dire, je vais passer 1 ou 2 heures par jour à tester ça, à me mettre à fond là-dedans. Et je mets mes mains dedans, comme Exactement. on dit. Je me contente pas d'entendre mes copains qui en parlent, les médias, machin, je le fais. Quand tu dis ça, tu vois, ChatGPT, non, typiquement, le nombre de personnes qui disent oui, je connais, j'ai essayé. Tu leur dis, tu l'as sur ton téléphone? Non. Tu payes? Non. Combien de fois tu l'as essayé? 2 ou 3 fois. Et en fait, non. Je vais mettre une autre anecdote. J'étais pas longtemps au Québec, et dans lequel il y a des grands CEO qui disaient expliquez-moi un petit peu ce qu'est chat GDP. Ah ben voilà. C'est une image intéressante parce que tu dis GDP, ah bon, oui, non, c'est pas exactement la même chose. Ça va créer de la valeur, bien sûr, mais c'est pas exactement. Voilà, je plaisante, mais j'adore mes amis québécois en plus. Et en plus, c'est pas que là, en Allemagne, dans plein de pays du monde. Alors, on revient à mon petit quiz du parrain, parce que voilà, j'y tiens. C'est très simple, hein, vraiment. Alors, on se rappelle, le parrain, c'est la famille Corleone. Hein, donc, et ils ont 6 valeurs dans cette famille. C'est marrant parce que dans l'association, j'ai 6 valeurs aussi, tu vois, mais c'est différent. On n'a pas le même charter, mais souvent, leurs valeurs sont pas si mal quand tu les mets. Oui, voilà, alors je vais te les donner, tu les connais, si on monte. Il y a la tradition, la force, la discrétion, l'honneur, le respect et la loyauté familiale. Alors, ce serait quoi ta valeur centrale, cœur fondatrice de Mathieu Stéphanie? Je sais que c'est dur de choisir. Mais si je te disais la discrétion, je pense que je t'étonnerais. Tu sais que la loyauté, c'est quelque chose... de très important. Et familial, je pense que c'est trop parce que tu choisis pas ta famille et voilà. Mais je pense que quand tu commences à créer des liens avec des gens, la loyauté, quelque chose qui... Le respect, évidemment, c'est quelque chose. Mais la loyauté, je pense, c'est... En fait, quand tu... je trouve que... J'essaie d'être quelqu'un de loyal et en qui tu peux avoir confiance. Et pour moi, je me rends compte que tu vois, je suis en train de réussir à faire un truc un peu at scale là-dessus. Tu connais Naval Ravikant, ça te parle ou pas? Non. Je vais t'envoyer un livre et un podcast avec Naval, tu vas voir. Et je te parlais un peu de karma tout à l'heure, mais je crois que quand tu essayes, et ça je suis sûr que tu partageras ça avec ta fondation et toutes les valeurs que tu m'as expliquées tout à l'heure, mais tu peux diffuser ça at scale. Et moi, en fait, tu vois, aujourd'hui j'ai un modèle économique avec des sponsors, par exemple. Ben, quand je te parle d'un de mes sponsors, c'est que je le kiffe. Et si j'ai des sponsors, je les choisis. Et si j'ai un moment, j'ai pas de sponsor, je préfère pas gagner d'argent que de dire à tous mes auditeurs, écoute, je le fais de façon forcée parce que j'en ai besoin. La vaisselle parce que vraiment, il est très très cool. Bon, à part si c'est 1000 peut-être que parce que vraiment j'aime bien. Non mais en plus, tu vois, je suis à moitié sérieux. J'exagère un peu. Il y en aura peut-être d'autres bien, mais. Et donc la loyauté, alors familiale au sens où tu l'as défini tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as une famille élargie. Oui. Ça tirait bien comme. Alors on continue. J'adore aussi voir les citations dans le livre et dans les films. Il y en a. Alors, parmi les citations les plus célèbres du film, je vais en citer 4 parce qu'il y en a d'autres, mais j'en ai sélectionné déjà 4. Quelle serait la citation que tu rajouterais donc comme signature de la marque Cosa Vostra? Intéressant. C'est encore plus loin. Peut-être ça te projettera. La première, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Le problème, c'est quand on sait ce qu'il y a derrière. Oui, voilà, mais bon, tu fais des offres aussi à tes clients. Ce n'est pas personnel, Mathieu, c'est strictement professionnel. Ne dis jamais ce que tu penses et laisse la justice aux autres. Alors, quand je t'ai dit signature de Cosa Vostra, après tu pourras me donner la tienne si elle est différente. La deuxième, c'est quoi, tu m'as dit? Ce n'est pas personnel, c'est strictement professionnel. Et la première, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Je serai sur la première, évidemment. Ah, d'accord. Mais bon, généralement, un petit peu, parce que généralement, il peut y avoir un flingue ou une batte de baseball investi dans le un calibre planqué dans les WC avec Al Pacino qui va le chercher et voilà. Mais tu sais que la deuxième,
la deuxième est quelque chose que j'ai appris par la force des choses aussi. C'est que il y a énormément de situations qui sont pas personnelles et professionnelles, qui font que tu vas avoir des chemins qui se séparent, ou tu te sépares de gens que tu aimes, qu'on fait beaucoup pour toi, mais qui, pour le bien de l'entreprise, ne sont plus les bonnes personnes. Et de temps en temps, c'est toi, d'ailleurs, ça peut être toi à un moment. Bien sûr. Et ça, c'est plus dur aussi de l'admettre. Et tu vois, c'est pas personnel et c'est professionnel, c'est quelque chose, je crois, d'assez important. C'est que, à la différence d'une famille, dans laquelle, en fait, là, tu dois, à un moment, même quand quelqu'un va très mal et devient potentiellement quelqu'un que tu dois supporter dans plein de sens du terme, dans une entreprise, il y a un moment où la responsabilité du dirigeant est de se dire, écoutez, soit toute cette partie de l'entreprise, soit tout ça, soit ça, on arrête, soit voilà. Ça fait partie du courage, et c'est pas personnel, c'est professionnel. Et c'est être capable de l'assumer, de le dire aux personnes aussi, les yeux dans les yeux. Exactement. Et comme tu le dis, dans des moments que j'ai connus aussi dans ma carrière, pas simple, de personnes que tu aimes en tant que personne, que tu respectes énormément, que tu as sûrement embauché toi-même en plus. Exactement. Donc, et c'est des valeurs qui sont aussi assez proches de... Là, tu avais la force tout à l'heure, moi je dirais le courage. Moi je trouve que le courage, c'est une valeur qui en entreprise disparaît beaucoup. Complètement. Et il y a beaucoup de manigances, de politique dans plein de groupes, dans plein de choses. Moi, jusqu'à un moment, sortir, voilà. Et donc, en même temps, rebondissant là-dessus, Mathieu, moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup dans mon podcast Positive Leadership. Si tu veux, on s'aperçoit, notamment, je ne vais pas schématiser la nouvelle génération, la frontière entre ma vie personnelle et professionnelle, et qui pour moi était un mur chinois pendant des dizaines d'années de ma vie, je m'aperçois qu'elle est tellement illusoire. Et qu'en fait, tu recherches une authenticité des personnes que tu as en face de toi, qu'il soit le dirigeant, le fondateur Mathieu, Jean-Philippe, EVP, machin, ce que tu veux. Tu as raison. Et on n'accepte plus ça aussi. Et voilà. Mais voilà. Et donc moi je mettrais cette interprétation plus récente en disant absolument il y a entre guillemets le bien de l'organisation qui fait qu'à un moment donné tu dois prendre des décisions. Mais le côté personnel, il faut qu'on accepte à le vivre ensemble aussi. C'est vrai, mais ce qui amène à des sujets délicats, c'est que par exemple, quand tu vas faire une négociation salariale, et puis qu'on va te dire, oui, mais en ce moment, je ne peux pas parce que, ou tu sais, j'ai 3 enfants, donc machin. Oui, mais en fait, toi, tu as besoin en face de quelqu'un qui délivre un produit, des sales, des choses comme ça. À un moment, tu vois, il faut être capable de dire, tu vois, là, tu es en train de me donner des leviers qui sont personnels, et moi, je te parle de quelque chose de professionnel. J'ai besoin de toi professionnellement sur cet aspect. Et quand bien même je t'aime beaucoup, si t'es pas capable de délivrer cet aspect, il y a un moment où ça ne fonctionnera ça va plus fonctionner. Ça veut pas dire qu'il faut être intransigeant en permanence, mais il faut être capable de l'expliquer. Voilà. On a fini le quiz, mais moi j'adore ces citations longues. Voilà, version longue, mais allez voir le film Les Trois. Causa Vostra et tes podcasts, dont on parlera dans quelques minutes, sont des entreprises de génération de contenu. On a commencé déjà à aborder ça un petit peu avec les photos, qui mêlent finalement la tech, la créativité. Aujourd'hui, tu l'as déjà prononcé plusieurs fois, tu utilises ChatGPT, peut-être Copilot aussi, GitHub, voilà, pour les développeurs, les devs, côté Causa Vostra. Donc on voit que ça va agiter, ça agite dès maintenant cet univers du contenu de sa génération, que ce soit du texte, de la vidéo, des sens même, c'est vraiment la partie sciences cognitives de l'IA. Et donc tu l'as dit récemment, et je te rejoins, nous passons d'une ère du contenu généré par l'utilisateur à une ère du contenu généré par l'IA. Alors ça veut dire qu'en 2025, ça te donne un peu de temps pour réfléchir, Causa Vostra va ressembler à quoi, Mathieu ? Écoute, c'est une très bonne question. Ou ta vision. J'essaye d'impliquer vraiment tout le monde là-dedans, dans l'usage, parce que dans nos métiers, on a 3 grands métiers, le conseil, le dev, le design, l'UX et la création de contenu. Et dans ces 3 métiers, l'IA va avoir un impact très fort. Donc je pousse tout le monde à l'utiliser. Je suis un peu passé partout à leur dire il faut, allez-y. À un moment j'ai saoulé les gens, donc j'essaie d'être plus sur de l'exemple. Même sur le côté sales, tu vois, j'ai eu 1 ou 2 fois des choses où on a fait j'ai pu prouver, tu vois. Donc quand tu prouves, bien sûr, c'est toujours mieux. en leur disant écoute, je vais pas te briefer toi, je vais plutôt briefer ChatGPT pour lui dire on va faire ça comme ça, et puis après toi tu feras ton boulot over the top. Briefing par rapport à un client, c'est ça, par rapport à une problématique client solution. Exactement. Et ça m'a pondu des slides qui étaient quand même vraiment très bien. Alors le prompt était assez complexe, mais voilà. Donc
moi, je veux vraiment qu'on soit qu'on utilise ça comme un compagnon, comme un copilote. Copilote, compagnon, absolument, un assistant. Qui nous mette on steroids, quoi, à un certain moment. Je crois que l'IA est nous aide à produire du contenu, c'est sûr. Ouais. Je crois que l'IA a besoin qu'on continue à produire du contenu en tant qu'humain, parce que sinon, à la fin, on va avoir un problème de serpent qui se mord la queue. Si l'IA ne fait sans arrêt sur la même. Exactement. Donc, il va y avoir un besoin toujours de créativité, d'originalité dans le contenu qu'on va créer. Et aujourd'hui, je vois la valeur du contenu humain, organique. Je pense qu'il va y avoir des besoins aussi de travail, peut-être de labels à un moment, c'est-à-dire on a des labels bio, on va peut-être avoir des labels qui vont dire ok, ça a été généré soit par la machine, ça va devenir une obligation légale. C'est en train de décider par les policy makers du monde, je peux dire watermark en disant ça c'est fait par l'IA. Ouais, c'est ça. Bientôt ça va être une obligation. 100% authentique humain ou pas, etc. Ou un mix. Et je crois que ça va nous amener dans des univers créatifs incroyables. Et ça me fascine. Ça me fascine. Et j'ai des hauts, des bas dans les usages, parce qu'il y a des choses que je pouvais faire il y a 6 mois sur ChatGPT que je peux plus faire aujourd'hui. Il y a des choses en termes d'image que je trouve extraordinaires. Et puis la fois d'après, je trouve ça nul. Donc voilà, je pense que ça va quand même nous épargner pas mal de choses vraiment très très reloues, tu vois, dans les analyses, dans nos métiers avec Alvo d'analyse de données. Tout ce qui est data, ça va vraiment être quelque chose. Est-ce que vraiment l'homme est fait pour alors on l'a vu, le travail à la chaîne, c'est quand même un truc très très aliénant. Mais est-ce que excuse-moi, là je vais parler d'outils Microsoft mais PowerPoint ou Excel, est-ce qu'on est fait pour passer notre journée à remplir des fichiers PowerPoint ou remplir des fichiers Excel? Est-ce que c'est vraiment ça le truc le plus épanouissant? Non, c'est pas ça le plus épanouissant. Moi je pense que être avec le penser, se dire ok, je voudrais présenter ça, mon idée c'est ça, je vais utiliser ça comme support. Et qui te bâtisse le modèle. Exactement. Et quand je serai en réunion avec Jean-Philippe, je vais pouvoir utiliser ça pour te prouver ou t'expliquer comme support de mon point de vue. C'est super. Mais avoir des pisseurs de code, des pisseurs de fichiers Excel et des pisseurs de PowerPoint, en fait, je crois pas que ce soit une fin en soi. Et aujourd'hui, je crois qu'à un moment, entre les années 2000 et 2010, on est arrivé à peu près à ce truc-là. La limite de ça. Et je crois que c'est assez cool et assez satisfaisant de se dire qu'on va peut-être aller au-delà de ça. Très excitant. Exactement. Alors écoute, on fera qu'on fasse un épisode dans un an, au 31 décembre 2024, pour voir où tu en es avec Cosa Vostra. Mais j'aimerais qu'on progresse, que le temps passe vite. J'ai un format plus non, pas du tout. Et donc, le 22 février 2017, tu lances ton podcast Génération Do It Yourself. À ce jour, tu as plus de 362, 63, 64 épisodes, mais c'est impressionnant. Tu as été d'abord l'un des tout premiers à démarrer ton podcast en France, avec une tonalité particulière, une durée assez longue, il faut le dire. Donc, ça se consomme des fois en plusieurs morceaux, mais ça se consomme vraiment bien. Des échanges très détaillés et surtout très personnels. Et comme toi, je prends énormément de plaisir à préparer d'abord ces rencontres, comme la tienne. Je t'écoutais, mais je te connaissais pas forcément, donc j'ai essayé de récupérer des discussions que tu as eues, des points de vue à droite à gauche, et de découvrir des personnalités extraordinaires finalement qu'on a l'occasion de voir, qui partagent des leçons de vie, des tragédies, des leçons personnelles et professionnelles incroyables. Et d'ailleurs, dans ton teaser un peu de GDIY, Génération Do It Yourself, vous êtes la moyenne des gens que vous rencontrez. Voilà. Et donc, après maintenant presque 6 ans de podcast, quoi, où en est ta moyenne, Mathieu? Quelle est ta moyenne? Écoute, moi, je serais prétentieux de dire qu'elle a beaucoup augmenté, mais je crois que alors déjà, j'ai évolué sur le rapport à l'ego et à pas mal de choses. C'est-à-dire que j'assume beaucoup plus. J'avais beaucoup de syndrome de l'imposteur et beaucoup de choses comme ça. Et aujourd'hui, je m'estime pas meilleur que les autres. C'est important. C'est là où l'ego a un problème. C'est que, en tout cas, je m'estime meilleur là où je voulais l'être. Et surtout, je vais dire, le plus important, c'est que je suis plus aligné, plus équilibré et plus heureux. Je le ressens. Et ça,
c'est à la fois parce que j'ai vu des gens extraordinaires qui m'ont inspiré, où je me suis dit j'ai envie de faire ça comme eux, et à la fois parce que j'ai vu des gens extraordinaires qui ont fait des trucs de ouf, qui se sont méga cramés, où je me suis dit je veux pas être comme eux. Je veux pas être comme eux. Et en fait, c'est ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que en fait, hier soir j'avais encore cette discussion avec des auditeurs. J'étais avec Bertrand Picard à la Cité des Sciences et de la Découverte, et les auditeurs me disaient ah mais c'est fou ce qu'il fait lui, mais pourquoi nous on fait pas ça? Et je lui dis tu sais, moi je le connais bien, et je suis pas sûr que tu aies envie d'être lui, tu vois, je suis pas sûr que tu aies envie d'être lui. Et moi tu vois, satisfais-toi de toi-même, et c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'intellectuellement waouh, très stimulant, etc., de très dense, dynamique, mais en revanche sa vie perso, c'est le chaos, et son bonheur et sa santé et tout ça, c'est pas quelque chose qui est donc je pense que après chacun, il y a des gens qui ont envie d'être chacun comme ça, je pense, comme tu dis Mathieu, aligne un petit peu sur ses ressorts personnels, ses passions, ses forces Mais pour finir, tu vois, je pense au moins que Génération Do It Yourself, en allant chercher chez toutes ces personnes extraordinaires, c'est ma thèse, comment tu deviens le meilleur dans ton domaine, en te lançant toi-même solo à un moment, c'est là où je te dis que mon rapport à l'ego a changé, parce que c'est vraiment ça, c'est filigrane. Ça t'a relativisé également ta propre dimension personnelle, la manière dont tu la vivais, tu l'as projetée, et en écoutant les autres. Tous ceux qui l'écoutent en ont une interprétation différente. Totalement. C'est ce qui est intéressant, c'est que moi, mes auditeurs, en fait, beaucoup me disent mon épisode préféré, c'est ça, et je suis subjugué qu'ils me disent ça. Alors toi, c'était voilà. Et puis c'est les plus inspirants. Alors justement, donne-nous, on n'aura pas le temps d'en faire les 363, mais un ou deux qui t'ont profondément marqué, d'une manière ou d'une autre, positive, surpris, changé peut-être des choses dans ta vie. Après les rencontres. Je sais que c'est dur parce que tu les aimes tous comme moi, mais c'est très difficile. Si tu en as un ou deux à sortir, et du moment que tu as capturé, je te demande pas la citation, mais du pourquoi, pour partager avec nous. Un des premiers, j'en ai dans des anciens, ai deux anciens à mettre en avant. Il y a Catherine Pinvin qui doit être l'épisode numéro 40, qui est une femme qui te fait comprendre que à 22 ans, elle était à son deuxième business, alors qu'elle avait 4 enfants, et qu'elle n'avait pas vraiment le choix, et qu'en fait là tu te dis mais tout est possible. C'est quoi, c'est que dans ma tête. Tout est possible. Complètement. Je veux je veux dire, tu vois, je sais plus, récemment quelqu'un m'a dit t'es pas Elon Musk. Je dis oui, non, je comprends, je suis pas Elon Musk, mais je trouve que ça veut rien dire en fait, cette phrase. Ça veut rien dire du tout. Tu vois, mais en revanche, Elon Musk, à la différence de beaucoup, très tôt il s'est dit je vais envoyer des fusées dans l'espace. Faut quand même qu'il y ait un mec qui soit suffisamment taré dans sa tête pour se dire je vais envoyer des fusées dans l'espace, obsédé et qu'il le fait d'une manière. Et donc il y a des gens pour qui l'obsession c'est de créer des baskets Veja que tu portes au pied avec un coton bio et un cuir végétal ou je sais pas quoi. Et il y en a d'autres, voilà. Et en fait, ce rêve, il y a un moment, si tu l'as et que tu dis je vais le mettre en place, voilà. Catherine Pinvin, j'ai un épisode sur j'ai un épisode sur la chance. La chance. Comment il s'appelle en plus, je l'adore, je l'ai revu, ça va me revenir. Tiens, blanc, mais ça me reviendra. Sinon, on le mettra après dans l'épisode. Je vais le retrouver. Les notes, ça doit être dans les mêmes. Mais vraiment, comment avoir de la chance. Comment avoir la chance, et provoquer sa chance. Avec un prof de l'ESCP, et je vois sa tête et ça me revient pas. Et puis après, Edgar Gros-Piron sur la motivation. Récemment, Alex Bouaziz, d'une boîte qui s'appelle Deal, D-E-E-L, qui a monté une boîte en 4 ans qui vaut 12 milliards, qui a 4400 employés, qui fait plus de 400 millions de chiffre d'affaires. C'est incroyable. Donc voilà, je peux t'en sortir plein. Alors, on va continuer sur le podcast, mais on va continuer aussi sur tout ton succès entrepreneurial, Mathieu, et la croissance de tes structures. On en parlait un petit peu en déjeunant ensemble tout à l'heure. Et une lecture, je pense qu'on a en commun, de Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn. Dans l'un de ses livres à succès, Blitzscaling, qu'on peut essayer de traduire en français par l'hypercroissance ou la croissance éclair. Voilà, la croissance éclair. Il parle du rôle du fondateur qui change à chaque étape. Voilà. Et il a, je suis désolé mes auditeurs parce que c'est vrai que ça a l'air un peu fastidieux, mais il a 5 étapes. Mais vous allez comprendre, c'est assez rapide et c'est assez, j'ai presque mathématique, mais il y a de bons symboles. Étape 1, c'est la famille, de 1 à 9. Voilà. Là, le fondateur, il opère les leviers de la croissance. Il est aux manettes. Étape 2, c'est la tribu, de 10 à 99. Le fondateur, il gère les personnes qui actionnent les leviers. Étape 3, c'est le village, de 100 à 999. Je veux dire, c'est très INSEE. Le fondateur conçoit une organisation qui additionne les leviers.
Étape 4, c'est la ville. 1000 à 9999, le fondateur prend des décisions de haut niveau sur les objectifs, les stratégies. Voilà, il est plus dans le high level, comme on dit. Étape 5, le fondateur de la nation, oui, 10 000 et plus, trouve un moyen d'arrêter l'organisation de la mise à l'échelle et de commencer à mettre à l'échelle de nouvelles lignes de produits, de nouvelles unités, de nouveaux business, de nouvelles inventions. Alors, est-ce que tu es un chef de tribu, un chef de village ou autre chose, tout simplement? Quel type de fondateur es-tu, Mathieu? Juste une question, Oui. à quel moment est parti Bill Gates dans tout ça? Alors, si on s'en réfère au modèle, c'était déjà une nation. Hein. C'était déjà une nation. Oui, c'était une nation. Parce que c'est assez marrant, dans beaucoup de ces entreprises, quand même, on a très vite eu quand même un CEO qui est arrivé pour se mettre à la place du fondateur ou des founders, des fondateurs quand même. C'est souvent, on le voit, le cas se précise. Oui, donc Bill, c'est les années 2000, si tu veux, quand il s'est mis à 100% sur sa magnifique fondation, Bill Gates Foundation. Mais c'était déjà, Microsoft avait déjà plus de on était déjà une grosse boîte. Quoi. Moi, je suis clairement pas un chef de ville, peut-être village. En fait, moi, je crois que je suis un créatif, mais je le vois assez créatif quand même, Bill Gates. Je sais pas ce que tu en penses, mais et d'ailleurs, nos deux amis de chez Google ou ailleurs, ils sont assez, je pense, créatifs. Moi, je m'éclate dans la créativité beaucoup plus que dans la gestion. En fait, tu vois, là-dedans, il y a des notions de ville. En fait, il y a une question. Tu es un peu un maire de ville. Moi, être maire d'une ville, mais c'est un cauchemar pour moi. C'est le truc qui me fait. Je me dis, mais c'est vraiment le. En même temps, quand tu parles à des maires, tu vois, c'est marrant. J'en rencontre de temps en temps, pas souvent, mais ils te disent que c'est le meilleur échelon pour avoir un impact réellement dans la vie politique. Attends, et j'ai le plus grand respect. Je connais un peu le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, mais ce mec me fascine. Genre, je dis pas que... C'est juste que moi, si je me le mets à moi, mais je peux mourir. C'est affreux, mais rien ne me fait relire et puis avoir... Tu sais, j'ai l'impression que tu dois tellement essayer de satisfaire tout le monde, une forme d'abnégation totale. Et moi, je vis, et c'est pour ça que je m'éclate dans les podcasts, de curiosité. Dans une tribu. C'est un peu ça. Oui. Donc pour ça, il faut revenir en 2025, parce que aux Avostra, il y a plein de satellites aussi. Hein. En revanche, je dois avouer aussi que j'aime... je dois être un... J'aime pas qu'un maire vienne trop me dire ce qu'il faut que je fasse. Voilà, aussi. Tu aimes bien être un peu autonome dans ton village. C'est ça. Donc ça, tu veux garder ça. Alors, je continue un petit peu sur le même thème. Dans le même livre, Reid Hoffman parle de 9 règles. Alors, c'est beaucoup, je sais, contre-intuitives de l'hypercroissance. Hein, volontaire. Ça choque quand on les entend, quand on n'est pas entrepreneur. On se dit, embrasser le chaos. Bon, ça, j'ai entendu. Embaucher des gens tout de suite, même s'ils ne sont pas forcément les meilleurs. Tolérer une mauvaise gestion, lancer un produit qui vous met dans l'embarras, laisser brûler les feux qui j'adore ces règles. Faire des choses qui ne sont pas évolutives, do things that don't scale. Ignorer vos clients, lever trop d'argent, ça je crois que tu as aussi une opinion là-dessus, et faire évoluer votre culture. Alors lesquels, si on prenait 2 ou 3 là-dessus, voilà, je te laisse regarder parce que tu aurais tendance à choisir, si tu veux, voilà, dans ces spontanément, vraiment de manière assez immédiate. Alors, embrasser le chaos, mais clairement. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment mais c'est très dur pour les gens qui t'entourent, en revanche. C'est clair. Moi, je suis très fort là-dedans, et en revanche, ça peut être un vrai très truc déstabilisateur et très perturbateur, bien sûr. Qui ne sont pas habitués, en fait. Voilà. Et si tu me couples ça avec tolérer une mauvaise gestion, les gens se disent mais ces mecs sont nuls, en fait, tu vois, alors que non, t'es juste dans un truc beaucoup plus petit. Et je dirais lancer un produit qui vous met dans l'embarras, mais ça c'est clair. Et ça, tu l'as fait dans ta vie d'entrepreneur, X fois tu refais, et tu assumes. T'écoutes mon premier épisode. Tu attends pas d'avoir le truc parfait. Mon premier épisode de podcast, il est toujours en ligne. Non, mais tu peux y aller. Et en fait, je suis totalement OK avec ça. Oui, bien sûr. Et je crois même, je peux même l'inverser, c'est dire c'est une forme de fierté, c'est dire en fait, regarde, je l'ai fait dans cette état-là. Exactement. J'ai assumé et je savais que j'allais pas être top, mais c'est comme ça. Exactement. Et j'ai plein d'épisodes qui me mettent dans l'embarras après. Voilà, faites des choses qui sont pas évolutives, c'est clair. Ignorez vos clients, j'ai plus de mal. Oui, ça c'est quand même c'est très dur, hein, je pense. Faites évoluer votre culture. C'est pas toujours simple, mais c'est assez important. Bon, voilà, quelques beaux principes, je pense qu'on retrouve dans ta vie, Mathieu, et dans tes sociétés. Alors, je souhaiterais maintenant qu'on parle de Mathieu Stéphanie en tant que manager d'équipe, leader. Voilà, nos thèmes, c'est leadership positif, si tu veux.
et ton apprentissage du leadership. Alors, je vais te poser une ou deux questions. J'utilisais un peu, moi aussi, dans mon évolution de manager, leader, tu vois, plus qu'une tribu, ville, nation, voilà, ce qui a grandi chez Microsoft. Si je demandais à des salariés, voilà, les gens que je vois autour dans tes bureaux aujourd'hui, quelle est la meilleure version de Mathieu Stéphanie, qu'est-ce qu'ils me diraient? Ah oui, mais je ne vais pas les interroger, hein, tourne pas vers eux. Parce que tu as dû entendre des choses. Ils te disent des choses. Mathieu, là, tu étais fabuleux. Mathieu, là, tu as donné une version de toi qui était incroyable. Toi qui crois la moyenne de toutes ces versions. Ça serait quoi? Et c'est pas pour flatter ton ego, mais vraiment, c'est des choses. Je pense que c'est qui ressentent, quoi, si tu veux. Je pense que c'est sur la créativité. C'est clair que là-dessus. Une sorte et la créativité ça peut avoir plusieurs choses, hein, mais le problem solving, c'est-à-dire que quand les gens viennent avec certains problèmes, je suis toujours en train de me dire bon, il y a des solutions, on va les trouver, etc. Tu les trouves avec eux. J'espère qu'ils voient l'optimisme sans faille, et après ça veut pas dire qu'il y a des moments où je suis pas énervé, tu vois, mais c'est sûr, mais j'ai des moments d'agacement plus qu'énervé, voilà. Et je crois que j'ai en termes de loyauté, où je te disais que j'avais le sang vert pour Métro, je crois que j'ai tu vois, avec Cosa Vostra, avec mes collaborateurs, avec la famille, tu vois, j'ai envie de dire, on peut tout me demander, je veux dire, je suis dédié à 100%, et voilà. Et après aussi, dans le skin in the game, je veux dire, tu me verras le matin ranger le lave-vaisselle, nettoyer les trucs, faire les choses. Je veux Moi, je t'ai vu dans la cuisine. On voit que tu fais attention. Mais je suis très, je fais attention. Exactement. Exemplaire par toujours. Écoute, je vais inverser la question, parce que généralement on aime bien poser les deux questions. Et si je leur demandais, qu'est-ce que vous aimeriez que Mathieu arrête de faire? Ça serait quoi? Est-ce qu'ils aimeraient, mais ça je le ferai pas. Je suis très. Tu connais Ray Dalio probablement, peut-être, non, de près de loin. Oui, un petit peu de loin. Il y a un livre qui me plaît beaucoup, qu'il a écrit, et sur lequel il met en avant la transparence radicale, le radical conductorship. Et moi je suis très. Je dis les choses, j'essaie de le faire en forme. La mode, c'est la communication non violente, mais je dis les choses telles que je les ressens, telles que je les pense, et tout de suite. Donc, j'essaie pas toujours de mettre des formes, etc. Et donc, lycée, c'est typiquement, tu vois, il y a pu y avoir des entretiens de recrutement où j'ai fait fuir des gens. Tu leur as fait peur. Enfin, je leur ai fait peur, en leur disant, tu sais, si tu viens, ça va être comme ça, comme ça. J'espère que tu es prêt, tu vois. Et des associés, collaborateurs m'ont dit non, mais ça se fait pas. En fait, elle va pas venir parce que tu lui as fait peur. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Je pense que ça, ils aimeraient bien que j'arrête. Et moi, j'ai du mal. Non, j'ai pas envie d'arrêter parce que je pense que je gagne des mois, en fait. Tu vois, il y a un moment où je leur dis regarde ce qui va se passer. Et si c'est pas OK pour toi, et eux souvent ils me disent non mais c'était une star. Tu peux pas dire des choses comme ça, tu vois. Je dis bah si. Faut qu'elle connaisse les règles du jeu avant de rentrer, quoi. Bon, on va avancer parce que le temps avance toujours très vite sur le leadership positif. Comme tu sais, c'est un sujet qui me passionne, que j'essaie de pratiquer depuis une dizaine d'années, qui est finalement une nouvelle conception du leadership, Mathieu, pour un impact positif auprès des autres et du monde. Alors, il se nourrit de la psychologie positive, des neurosciences, de mindfulness, du bien-être en général des gens. Et pour démarrer un leader positif, c'est une personne qui d'abord doit prendre soin d'elle, au plan physique, au plan de son sommeil, au plan cognitif, au plan mental. Alors, je sais que tu es un grand sportif, on parlait de tes parties de hockey notamment, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de tes routines, parce que je sais que tu en as un certain nombre, chaque matin, journée, soir, pour, pas simplement physiquement, mais au plan mental, émotionnel, arriver à, pas maîtriser, mais on sent que c'est foisonnant chez Mathieu, en permanence, mais surtout à générer et à manager ton énergie positive. Et d'être capable après de la diffuser, pas seulement dans tes podcasts, avec tes collaborateurs, avec tes clients et tous tes entrepreneurs. Peut-être de la méditation, du yoga, enfin, je sais pas. Explique-nous un petit peu comment tu travailles sur la meilleure version de toi-même déjà, en prenant soin de toi. J'ai pu coucher sur papier sur ma newsletter récemment un concept que j'appelle mes règles automatiques. Et j'ai un certain nombre de règles automatiques qui peuvent être apparentées à une forme de discipline, mais qui me permettent de me libérer l'esprit sur plein de choses et aussi peut-être d'être plus heureux et plus épanoui.
Et parmi lesquels tu vas avoir... typiquement, je fais du sport tous les jours. Tous les jours, d'accord. Ça veut dire quoi, faire du sport tous les jours? Ça veut dire, à minima, je vais faire 10 minutes de pompée d'abdos. Okay. C'est pas du sport comme je l'entends. En gros, moi, je fais les sports que je pratique couramment sont des sports de triathlète, donc course à pied, vélo, natation. Même semi-marathon, j'ai compris. Semi-marathon. Je suis engagé sur 2 marathons sur 2024. Wow, ça c'est impressionnant. Et en fait, alors ça, c'est d'autres règles, c'est que je m'engage sur des courses tous les ans à minima, parce que je sais que ça me donne un objectif, donc il faut que je le fasse. Et donc je fais donc normalement je fais au moins de ces 3 sports par semaine, donc ça fait 3 jours par semaine où je fais ça. Souvent je le double sur un des 2, donc je vais arriver à 4, et puis les 3 derniers jours je fais pompe abdos, choses comme ça. Je fais pas de squat parce que je fais déjà assez mes jambes sur le reste de la semaine. Mais voilà. Et donc ça donne un maintien. Voilà. Les sportifs, ils ont pas besoin de ça puisqu'ils font du sport déjà. En revanche, les sportifs, eux, ce qu'ils font, et j'en ai eu pas mal sur mon podcast, c'est prépa mentale, c'est en effet yoga, méditation, etc. etc. Et en fait, ça, je me dis, mais il faut absolument faire ça. T'as fait des coachings, toi ? Oui. Alors, j'ai eu des coachs. Je vais en refaire bientôt parce que là, je me sens prêt ou demandeur. Oui, bien sûr. Et en fait, en effet, j'ai appris à dormir, notamment, parce que je dormais très peu. Ça, c'est important. Tu vois, moi, ça fait 3 ans, je suis un prédicatateur de la Bagoura de la génération. Tout à l'heure, Parce que j'ai méprisé mon sommeil pendant tant d'années. J'étais aux 4 coins du monde à voyager. Mais j'ai un bon sommeil, généralement. Et là, j'ai décidé tardivement, je le dis à tous mes auditeurs, commencez très jeune à respecter votre sommeil. C'est tellement important. Et derrière, tu es plus efficace. Je crois que tu es plus heureux. Ça change totalement. Totalement. Moi, tu vois, j'ai 2 montres. Oui, non, je sais qu'il y a des montres. J'ai ma Garmin. Et donc, du coup, l'idée, c'est de me dire, en fait... que je veux, tu vois, je sais que là, la nuit dernière, j'ai un score de 92 qui est exceptionnel pour Garmin parce que ça arrive jamais de faire plus de 90. Déjà, Oura, ça serait énorme. 90, je peux dire, quand il y a 80 et en fait, déjà, quand j'arrive aujourd'hui, je comprends que je monitore tout ça. Et ça a changé ma vie. Et donc voilà, j'ai un trio qui est sommeil, nutrition. Sommeil, nutrition aussi, bien sûr. Et sport. Et nutrition, je mange très peu de sucré. Je mange très peu de sucre lent aussi. C'est vraiment, je fais attention aux protéines et à tout ça. J'essaie de me rapprocher. Tu as lu Sapiens probablement. Oui, forcément, bien sûr, de me rapprocher des régimes plus... je suis pas non plus sur un régime drastique, mais voilà. Et après, voilà, tout un tas de règles. Il y en a qui peuvent pas être un peu... Je teste des choses. Je me fais au moins un repas vegan par semaine. D'accord. Je déjeune tous les midis avec des personnalités business avec qui je rencontre, mais je fais pas un déjeuner solo devant mon ordi. J'ai mes podcasts le mardi matin et le jeudi matin, etc. Tout est super réglé. Ce qui fait que le reste du temps, en fait, quand j'ai mes zones de... en fait, je fais ce que je veux. C'est hyper épanouissant. J'ai ma famille, il y a des jeunes enfants et tout le reste. Alors, on avance. Je suis en train d'ajouter une dernière chose en ce moment, mais c'est m'embête parce que j'envoie ma newsletter le dimanche matin. D'accord. Mais le dimanche, je crois que je vais repousser au maximum 14h-15h le mode avion. Le mode avion, d'accord. De mon téléphone, je vais le pousser jusqu'au plus loin parce qu'en fait, je l'ai fait là 1 ou 2 fois d'affilée. C'est sacrément... Et en fait, la différence. Je passe une journée pleinement en famille, je fais du sport, je fais des choses. En fait, j'ai plus de distraction. Totalement. En fait, c'est tellement fou ce que ça nous fait ces petits appareils. Oui, non, mais je te rejoins là-dessus et c'est bien. Sinon, il faudra peut-être le pousser jusqu'au dimanche entier. Reprendre la maîtrise là-dessus aussi. Alors, dans le modèle de la psychologie positive, j'ai le grand honneur d'avoir le maître fondateur, s'appelle Martin Seligman. L'épisode sera bientôt posté, partagé. Je t'incite, si tu as envie de creuser le sujet, parce que c'est une personnalité incroyable. Il avait développé un modèle qui est toujours utilisé qui s'appelle PERMA. Alors je le dis rapidement, on se dit PERMA, P-E-R-M-A. Tu as peut-être entendu parler. P pour positivité, tout simplement, émotion positive. E pour l'engagement. D'accord, donc c'est l'engagement total que l'on a avec le soi, avec les autres. Ensuite, R pour les relations qu'on crée avec les autres. M, alors c'est en anglais pour meaning, d'accord, ou en français on dirait le S comme sens peut-être. Et puis le A pour accomplissement. Et en fait, c'est un modèle. Tu peux me parler plus. Voilà, c'est un modèle extrêmement complet, je trouve, et bon, un modèle sur lequel j'ai pas mal travaillé aussi, pour comprendre finalement, améliorer le bien-être psychologique en se concentrant sur ces 5 domaines clés.
Et c'est un moyen, quelque part, de mesurer le bonheur aussi. Ça paraît hypothétique, mais il y a pas mal de chercheurs dans le domaine psychologie et autres qui sont penchés là-dessus, à titre personnel, voire même au titre de nation des fois. Donc j'aimerais approfondir avec toi le 4e pilier de PERMA, M, meaning. Voilà, parce que moi je suis beaucoup dans le sens, dans le pourquoi on est là, finalement. Et je ressens avec des entrepreneurs, de la communauté Live for Good, je le sens avec des gens que j'ai le plaisir de rencontrer parce que j'ai choisi comme toi. Donc c'est un vrai privilège. J'allais dire, finalement, pour toi, ça veut dire quoi ? Quel est ce sens ? Quel est le pourquoi de Mathieu Stéphanie ? C'est intéressant parce que il a fallu que je marche ou que je cours pour le trouver. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, un Simon Sinek qui va te dire oui, faut commencer par le pourquoi. Oui, oui. Et je crois que j'y arrivais pas complètement. J'avais besoin de tester plein de choses pour comprendre ce pourquoi. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en testant plein de choses et en les documentant publiquement, parce que je mets beaucoup de skin in the game dans mes podcasts. Tu vois, je te parlais de karma tout à l'heure. Les 2 grands drivers pour moi, c'est les quelques grands drivers, hein, mais karma / confiance et le skin in the game, l'implication, sont vraiment des choses qui sont très importantes. Et en fait, pouvoir dire, regarde, moi je fais mes contenus, je vous propose quelque chose de très authentique, je suis le cobaye de ma propre vie, et je vous explique comme ça. Je prends des bûches, je réussis des trucs, je donne pas de leçons en vrai, j'essaie de montrer l'exemple, c'est différent de donner des leçons et montrer l'exemple, et tu vois, et je dis mais allez-y, en fait quand bien même tu prends des bûches, en fait, c'est quand même beaucoup plus fun. Et donc moi, mon meaning, mon sens, il est plus je crois, d'ouvrir un peu les chakras, d'aller chercher, tu vois, une quinze, j'ai pas, mais qui est vraiment dans cet état d'esprit que j'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est Edgar Gros-Piron, que les plus âgés d'entre nous connaissent, qui était vraiment la coqueluche des Jeux d'Albertville en 92. Ce mec est extraordinaire. Il met un niveau et de confiance et de fun et tout ça. Et moi, j'ai envie d'emmener mes auditeurs dans cet exemple et dans un moment où aussi on a un bon moment, tu vois. Tout à l'heure, je crois que t'as vécu des moments traumatiques dans ta vie, moi aussi, et tu te dis en fait, déjà j'ai pas envie d'être spectateur, je vois sur le canapé, tu vois, assis devant la télé, mais en plus j'ai envie de m'éclater. J'ai envie de, tu vois, tu disais positif, moi j'ai envie d'être le matin, de sourire, tu vois, ça fait 2 matins d'affilée, j'ai honte de le dire, mais je le dis quand même, que je viens, alors déjà parce que j'ai bien dormi et que je me suis couché tôt, c'est bien. Aussi parce que le PSG a gagné avant-hier et qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions, mais que je démarre ma journée avec premier gaou de Magic System, qui est pas du tout un truc qui est mais en fait, je sais pas pourquoi, je me suis retrouvé à un karaoké, au karaoké de Cosa Vostra il y a 2 jours, et puis il y avait ça. Ça t'est rentré dans la tête. Et en fait, tu mets ça le matin, je veux dire, t'arrives au bureau, t'as pas le choix. T'as pas le choix, t'es forcément. Et je vais pas le faire tous les jours, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement gratifiant de commencer tes journées, et d'arriver, et puis d'avoir le sourire, et puis de voir ceux qui font la gueule, et de leur remettre le sourire autant que possible, et de leur dire, bon voilà, et ben voilà, moi c'est ça mon meaning, c'est d'essayer avec mes contenus d'inspirer des gens, pas par moi, par mes invités. Et puis en même temps de leur dire la vie est cool, c'est quoi, vas-y, prends les choses en main, tu vas voir, ce sera encore plus cool. Non, j'adore, ça me permet d'arriver malheureusement déjà à la dernière question, Mathieu, où j'aime bien demander, alors ça varie un peu les questions. Je sais que je suis trop long, mais est-ce que je peux te poser cette question avant qu'on arrive à la dernière question que je t'ai posée un peu tout à l'heure? Est-ce que ça, et dans quelle mesure on peut arriver avec cette envie dans une grosse boîte? T'as géré combien de personnes au maximum, toi? 35 000. Donc une petite ville, une grosse bourgade de province quand même. Comment est-ce que est-ce que c'est possible d'avoir cet impact positif, d'emmener les gens et comment? Alors je le pense profondément. Alors, ça serait peut-être l'objet d'un podcast dédié à ça, dans la mesure où tu connectes ton pourquoi. Finalement, un petit peu ce que j'appelle d'ailleurs dans des épisodes de leadership positif, ce qui a été créé par d'autres, la mission personnelle. C'est quoi ta mission? Donc, ma mission personnelle. Oui, de mon pourquoi. Pas celui de ton entreprise. De mon pourquoi à celui de l'entreprise ou l'organisation pour laquelle tu bosses. Et tu sais très bien comme moi, parce que tu le vois dans le phénomène entrepreneurial, les entrepreneurs, hommes ou femmes, qui font des choses prodigieuses, et moi j'adore cette jeunesse, je les appelle les entrepreneurs, c'est une nouvelle génération de leaders positifs qui entreprennent pour le bien commun, c'est comme ça que je les appelle, notre communauté Live for Good.
C'est des jeunes incroyables qui ont en eux une conviction très forte, une mission, pourquoi ils sont là, et qui la transcrivent et qui la vivent au quotidien en entreprise. Et dans une grande boîte comme Microsoft, pour revenir maintenant, à un univers totalement différent, j'ai eu cette chance extraordinaire, peut-être parce que j'ai démarré quand c'était une start-up aussi, alors j'ai peut-être gardé de l'ADN de start-upper en moi, d'avoir eu toujours des managers et des gens incroyables qui ont été au-dessus de moi, parce que j'ai jamais été le CEO de la boîte, je reporte au CEO, mais voilà, et qui, quelque part, m'ont donné une autonomie pour réaliser la mission de l'entreprise avec des objectifs très concrets. Il fallait délivrer des quarters, etc. On n'est pas dans... On est dans une entreprise, clairement, au plan économique, financier, mais d'avoir la capacité de m'exprimer moi-même et de me faire plaisir. Et d'avoir la capacité de trébucher? Oui, bien sûr, j'ai fait des erreurs aussi, évidemment. Je me suis planté. Des belles erreurs, des bonnes grosses erreurs? Des erreurs, oui, j'ai pu m'en relever, sinon je serais plus là, je pense, pour en parler. Mais à nouveau, ça serait peut-être un plus long épisode, mais voilà, moi j'ai réussi... Et d'ailleurs, c'était un bel épisode que j'ai eu dans le podcast avec Satya, bien sûr, Satya Nadella, le CEO pour nos auditeurs, où il disait la chose la plus simple, qui pour moi est tellement vraie. N'attends pas ton prochain job, quel qu'il soit, pour donner la meilleure version de toi-même. Et c'est vraiment ça. Et moi, je pense, en t'écoutant depuis le début, sur Métro, etc., tu as donné chaque fois le meilleur de toi-même dans ce que tu as choisi de faire. Et moi, si je suis resté, ce qui paraît être un dinosaure chez Microsoft, bientôt 40 ans, le 2 mai prochain, c'est parce que c'est une plateforme de mon développement, de mon impact personnel qui était extraordinaire. Alors, maintenant, j'ai la possibilité de le faire à l'extérieur aussi, et j'adore. Mais voilà, maintenant, on va conclure avec ta question. Que souhaites-tu dire? Donc, tu t'adresses maintenant à tous les jeunes, notamment qui écoutent ce podcast. Il y en a pas mal, aux quatre coins de la France et ailleurs francophones, parce que j'ai une audience aussi globale dans plein de pays du monde, mais ça sera en français, et qui souhaitent devenir entrepreneurs de leur vie. Je reprends les termes que j'utilise souvent. Que souhaites-tu leur dire sur la manière de s'épanouir, vraiment de s'éclater dans cette recherche, sans tomber non plus dans l'obsession de rechercher absolument la meilleure version de soi-même? Parce que je pense qu'il peut y avoir un danger de ça aussi, dans un certain nombre d'acteurs ou qui drivent. C'est quoi ta formule de cet épanouissement? Tu as totalement raison sur ce petit warning, c'est qu'il faut, je pense, être bienveillant avec soi-même, quelque part. En revanche, si tu veux y aller, tu dois rentrer dans l'action. Et rentrer dans l'action... ça veut dire faire des choses, mais souvent c'est au quotidien. Ça ne doit pas être toutes les semaines ou tous les mois, c'est vraiment au quotidien pour rentrer dans cette action. Et idéalement avoir des deadlines. C'est se dire, en fait, ça c'est des trucs d'entreprise, et tu le sais mieux que moi encore, se dire, en fait, tu vois, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, je voudrais lancer mon podcast, y compris des grands journalistes, des personnalités connues, etc. Et puis je leur dis, tu vois, tu vas venir me voir, l'histoire je la connais très bien, tu vas revenir me voir dans 3 mois, tu l'auras toujours pas lancé parce qu'il faut peaufiner le concept, etc. Je dis, c'est pas une émission de télé que tu es en train de faire. Non. C'est un truc, tu vois, de bootstrapper. Donc, ton podcast, moi, je leur dis, je veux bien faire un deuxième rendez-vous, mais en revanche, tu le lances avant. Tu fais le premier épisode avant. Et souvent, c'est 6 semaines ou 8 semaines. Je leur dis, ils me regardent et ils me disent, mais t'es un ouf. Je dis, mais écoute, c'est la seule raison, c'est la seule situation où je te reverrai pour parler de ce projet. En fait, en rentrant là-dedans, on se rend vite compte des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent pas. Est-ce que je mords, est-ce que je mords pas? Ce qui est très, vraiment... je trouve difficile pour moi de vivre, en tout cas, et les gens avec lesquels j'ai plus de mal à... C'est les gens qui sont dans le il faut que ou je vais faire et qui font pas. Et en fait, à un moment, moi je suis super patient avec beaucoup de gens, j'essaie, tu vois, c'est toujours pareil, do it, mais à un moment donné, c'est toi qui es le faiseur et l'acteur. Je peux pas le faire pour toi, c'est ce que je te disais pour ma fille, et voilà. Et donc, fais-le, n'aie pas peur. En fait, il n'y a pas grand-chose... Quel est l'enjeu? Quoi, tu vas perdre ton job, tu vas devoir vendre ton appart, tu vas voir... Et alors, en vrai, est-ce que vraiment c'est parce que tu as un appart qui fait 110 mètres carrés dans le 16e que tu es plus heureux ou dans tel ou... Non, en fait, c'est pas parce que... Donc, choisis bien, va te faire coacher ou mais surtout fais des choses. Mais fais des choses. Apprends en faisant. Et moi, tu vois, j'aurais pas ce podcast, j'aurais pas ce deuxième podcast, j'aurais pas. Enfin, tous les jours, j'invente un nouveau truc. Je me retiens même de le faire. Maintenant, j'ai tellement développé cette gymnastique au bout du bout qu'en fait, tout le monde, ma femme, tout le monde autour de moi me dit mais arrête de lancer des trucs. Arrête-toi. Et là, j'en ai un ou deux que ça me démange, tu vois. Bon, Mathieu, on arrive malheureusement à la fin et je veux dire que c'était un moment extraordinaire. Un cocktail de karma, de créativité, de skin in the game, de confiance,
de loyauté familiale à l'accordéone, un petit peu, aussi de Cosa Vostra, et où j'ai vraiment senti en toi ce leader positif que je recherche dans chacun de mes invités. Et en tout cas, un grand merci de nous accueillir dans tes super locaux et surtout inspirants. Et puis toi, de continuer à t'écouter dans tes podcasts, parce que je pense que tu fais un travail incroyable pour des millions de personnes qui vont oser faire. Merci Mathieu. Merci Jean-Philippe. Je vous dis juste à tous, avant de finir, une dernière chose qui est qu'il faut s'abonner à ce podcast, parce que souvent on écoute un épisode, si vous êtes nouveau, si vous me connaissez, vous êtes venu par un autre biais, on vous l'a partagé. Si vous cliquez pas sur m'abonner, vous n'aurez pas les autres. Il faut écouter les premiers. Qu'est-ce qu'on écoute comme épisode chez toi avant ? Alors chez moi, Satya est un très bel épisode, c'est en anglais. J'en ai excellent aussi. Je viens d'enregistrer Elisabeth Moreno, après Pierre Satya Dubuc. Là quand même. Je dois dire que là c'est un sacré achievement pour Pierre moi. Dubuc, Pierre Dubuc extra. Kim Cameron, qui est une auteure de psychologie positive remarquable également. J'ai eu Paul Polman, l'ancien CEO d'Unilever, qui est dans sa deuxième montagne, comme je l'appelle, qui fait des choses incroyables. Enfin, bon, et Mathieu Stéphanie. What et the Mathieu et donc, non, je suis vraiment très content. Mais voilà, je dis aux gens, abonnez-vous à celui-ci, abonnez-vous à Jean-Philippe sur LinkedIn peut-être, et puis ailleurs. Et puis Positive Leadership Podcast aussi, voilà. Exactement. et puis au mien au passage, ça vous coûtera pas beaucoup. Exactement. Génération Do It Yourself. Et la martingale aussi d'ailleurs. Un grand merci Mathieu. Merci beaucoup. Merci.